Bonjour mesdames et messieurs, je salue tous les journalistes qui se trouvent dans ce centre multimédia de l'agence RIA Novosti. Je salue nos hôtes qui participent à cet entretien à Moscou et à Paris. Aujourd'hui, dans le format duplex Moscou-Paris, nous allons discuter de la situation, d'une situation d'actualité dans un certain nombre de pays d'Afrique. Tout d'abord, bien sûr, avant toute chose au Mali, le 7 janvier dernier, les rebelles qui, depuis 2012, contrôlaient le nord du Mali, ont passé à l'offensive contre les troupes gouvernementales. La situation au Mali était critique. Donc le gouvernement de ce pays a demandé l'aide à la communauté internationale. Et le premier pays à répondre à cet appel, c'était la France, qui, avant même le 10 janvier, y a envoyé des troupes. Aujourd'hui, à Mali se trouvent quelques 2000 militaires français, plus le contingent de la communauté économique des pays ouest africains. Et une semaine après l'escalade de la situation au Mali, on a compris que des otages ont été pris en Alger. On relie cet événement avec le commencement, le déclenchement de l'opération au Mali, donc le choix de Paris pour ce contact format duplex, ce n'est pas dû au hasard. Donc j'ai le plaisir de présenter nos invités à Moscou, donc à mes côtés, c'est le chef du Centre d'études des relations russo-africaines de la politique extérieure des pays d'Afrique, de l'Institut de l'Afrique, de l'Académie des sciences de la Russie, ancien ambassadeur de la Russie au Mali entre 1997 et 2001, Yevgeny Korendiasov. Et je donne la parole à Paris à ma collègue qui dirige le bureau de l'agence RIA Novosti, Alexandra Kameske, pour présenter nos invités. Bonjour Moscou, nous avons un problème de sono. Il faut on entend mal, nous entendons mal la traduction, on perçoit très mal la traduction. Je pense que les interprètes et les ingénieurs du son qui suivent le déroulement de notre entretien essaieront techniquement de faire les rajustements nécessaires, faire tous les réglages. Je pense que nous devons quand même commencer, si tu veux bien, présenter nos invités. Oui, donc bonjour Hassan, bonjour Moscou. Ici donc dans le bureau parisien de RIA Novosti. Je suis heureuse d'accueillir aujourd'hui nos deux invités. À côté de moi, Louis Caprioli. Louis Caprioli, bonjour. Vous avez été de 1999 au 2004 le sous-directeur en charge de la lutte antiterroriste à la DST, la direction de la surveillance du territoire, qui était à l'époque un service du ministère de l'Intérieur chargé du contre-espionnage en France. Et vous êtes donc spécialiste des réseaux terroristes en Afrique du Nord et en Europe, et vous exercez actuellement dans le privé, dans le secteur de la sécurité. Merci d'être venu. Merci. Et je présente également Philippe Hugon. Philippe Hugon, vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques, et vous êtes spécialiste du continent africain. Et à ce titre, vous intervenez comme consultant auprès de nombreux organismes nationaux et internationaux comme le ministère des Affaires étrangères, l'Union européenne, la Banque mondiale. Vous êtes auteur également de nombreux ouvrages sur la politique économique internationale. Merci d'être venu également. Merci à vous. Et voilà, Oksana, je repasse la parole à Moscou pour commencer notre débat. Merci Alexandra, c'est un plaisir de saluer des hôtes de qualité qui se trouvent à Paris. Je pense que techniquement la sono a été rétablie. Est-ce que vous nous entendez bien maintenant? Parfait. Donc il sera logique de commencer ce débat par Paris. Donc la France qui s'est engagée activement dans des activités de paix sur le continent africain lorsque
La question d'aide au Mali s'est posée il y a 2 ans presque, en 2011, Paris un des premières pour soutenir les opérations militaires contre Kadhafi en Libye. Je voudrais demander à nos experts français pourquoi la France est-elle la première des puissances européennes à se porter au secours du Mali en y voyant son contingent militaire, et pourquoi cette aggravation de la situation au Mali. Je vous en prie, messieurs. Oui, vous voulez que je commence? Bon, vous avez eu effectivement l'intervention française en Libye qui s'est réalisée pour un certain nombre de raisons, notamment par rapport à la situation de Benghazi, mais il faut savoir également qu'évidemment Kadhafi, au-delà de beaucoup de problèmes qu'il posait, était un élément plutôt de stabilisation, en tout cas à court terme, de la région. En tout cas, il y a eu une intervention, et cette intervention en Libye est un des facteurs qui concerne la crise du Mali. Je dis bien un des facteurs. La crise du Mali est beaucoup plus ancienne, c'est le développement du trafic de drogue, c'est le fait qu'il y a eu des connivences du régime politique de ATT et des militaires qui étaient au sommet de la hiérarchie, avec un certain nombre de réseaux, et y compris une certaine tolérance en réalité d'AQMI qui avait été bouté hors d'Algérie et qui s'est retrouvé sur le sol du Nord Mali. Vous avez eu donc des facteurs à la fois de crise à l'intérieur du Mali, crise politique, vous avez eu un nord qui était relativement peu contrôlé. Là-dessus se rajoutaient tous les mouvements Touareg qui traditionnellement sont à la fois des mouvements qui lancent des rébellions, qui sont fortement réprimés et qui aboutissent à une négociation. Donc il y a également les revendications des Touaregs dans le nord que le MNLA a appelé l'Azawad. Et puis par rapport à tous ces facteurs, s'est rajouté effectivement les effets de la Libye. Globalement, ça a été d'une part que les mercenaires de Kadhafi sont revenus avec armes et ont pu se développer dans la région. Il y avait notamment des Touaregs, mais il y avait d'autres groupes. Il faut savoir que le nord du Mali, c'est très hétérogène. Il y a des Touaregs, il y a des Songhai, il y a des Maures, il y a des Peuls, etc. Donc il y a eu une pluralité de retours, mais notamment des Touaregs. Et puis à partir de là, vous avez eu le développement de mouvements Touareg du MNLA qui a revendiqué la dépendance de l'Azawad, ce qui n'était pas une revendication classique, puisque d'habitude les Touaregs revendiquaient des droits et plutôt d'insertion dans l'appareil d'État, dans l'armée, ou de reconnaissance évidemment de leur spécificité culturelle, mais pas l'indépendance. Donc c'est une nouvelle revendication. Puis le MNLA lui-même a été largement débordé par différents groupes dont on parlera. Là-dessus, il y a eu le fait que le putsch du Mali a fait que le régime d'ATT a chuté et que l'armée malienne s'est retrouvée totalement désorganisée, décomposée, avec le fait qu'il y a eu aussi une crise de légitimité du pouvoir politique. Donc je dirais que effectivement la Libye est un des éléments qui va jouer son rôle, mais il faut le replacer dans la longue période par rapport à une crise qui était, disons, prévisible depuis un certain temps, et en même temps une crise politique interne au Mali. Excusez-moi. Oui. Oui. En ce qui me concerne, je partage bien sûr l'avis du professeur Hugon. Je voudrais évoquer plusieurs sujets, en particulier l'implication du groupe terroriste algérien Al-Qaïda au Maghreb islamique. Là, je ne partage pas tout à fait l'avis du professeur Hugon, ou d'autres personnes d'ailleurs, concernant Al-Qaïda au Maghreb islamique. Il faut savoir que dans l'histoire du terrorisme en Algérie, le pays était divisé en 9 régions militaires, dont une s'appelait la 9e région militaire, qui comprenait le Sahara. Et historiquement, ce Sahara a été confié à un homme qui s'appelle Mokhtar Belmokhtar. Depuis les années 1993 jusqu'à une date récente, la zone nord, c'est-à-dire le Sahara algérien, était la zone opérationnelle d'un émir de terroriste algérien qui s'appelle Mokhtar Belmokhtar. Et donc,
l'une de ses missions, c'était d'attaquer les intérêts des autorités algériennes, d'assassiner des gendarmes, d'assassiner des militaires, de tenter de monter des opérations sur des sites terroristes, sur les sites pétroliers et gaziers, ce qu'il n'a pas réussi à faire. Et une de ses autres missions que lui avait donné le commandement central des groupes terroristes qui étaient au nord de l'Algérie, c'était d'approvisionner en armes l'organisation en allant chercher des armes au Libéria, en allant chercher des armes en Côte d'Ivoire et puis aussi de pouvoir financer l'organisation. Et c'est pour ça que Belmokhtar s'est lancé dans une série de trafics qui sont le trafic de cigarettes, le trafic de contrebande, le trafic de véhicules volés qui arrivaient d'Europe et qui étaient envoyés en Afrique, le trafic de clandestins qui arrivent d'Afrique noire pour aller en Europe, le trafic de clandestins qui arrivent du Moyen-Orient, de la zone pakistanaise pour aller en Europe. Mais ces trafics, il ne les faisait pas pour des raisons personnelles, pour des raisons d'enrichissement personnel et de bien-être personnel. Il les a toujours faits pour financer l'organisation, pour pouvoir imposer un pouvoir islamique aussi bien en Algérie et progressivement d'imposer un pouvoir islamique sur l'ensemble du Sahel, c'est-à-dire la Mauritanie, le Mali, le Niger. Et d'ailleurs, Mokhtar Belmokhtar a été l'un des premiers à mener des opérations en Mauritanie. Ainsi, le 5 juin 2005, avec une centaine de combattants qui provenaient de plusieurs régions d'Algérie, de l'Est, du centre et de l'Ouest, il a attaqué au nord-est de la Mauritanie l'armée mauritanienne qui était stationnée dans le village de Lemgeti. Il a tué plus de 17 militaires, il a fait des prisonniers qu'il a exécutés, il a récupéré des armes, des munitions, des 4x4 et il s'est retiré. Et depuis, il menait son combat plutôt dans le Sahel, c'est-à-dire au Mali et au Niger, parce que la présence permanente en Algérie, dans le Sahara algérien, devenait impossible. Et c'est dans cette région qu'il a développé des activités de prosélytisme, il a développé des activités entre guillemets commerciales, et qu'il a noué des relations avec les tribus locales par le jeu de différents mariages. Cet homme-là, à un moment, a déplu au commandement central, qui était au nord de l'Algérie, et il a été écarté de sa responsabilité d'émir du Sud. Et un autre émir du Sud a été nommé. Toujours est-il qu'il est resté dans cette zone, et que cette zone, c'est lui qui a permis le développement et l'intégration de plusieurs katibas. Ce qui revient à dire que le nord de l'Algérie se trouve actuellement confronté à un terrorisme résiduel, diminué, mais que tous les terroristes se sont installés, non pas parce qu'ils étaient chassés, mais tout simplement parce qu'ils avaient une zone d'action qui était beaucoup plus accessible pour eux, l'État malien étant un État, comme le disait le professeur, complètement failli, même le nord Niger, puisque les terroristes se déplacent au nord Mali, au nord Niger et ensuite rentrent en Libye. Donc il y avait des raisons pour que cette organisation s'implante sur la zone et à un moment veuille conquérir un territoire avec le soutien de Touaregs islamisés. Et c'est ce qui s'est produit à un moment l'année dernière, à partir du mois de janvier, bien que, comme le disait le professeur, le mouvement national de libération de l'Azawad soit un mouvement laïque, un mouvement qui voulait l'indépendance et qui n'est pas lié à la mouvance terroriste. Mais c'est un mouvement qui n'a pas de moyens financiers et qui a été écrasé, battu militairement par les différents groupes terroristes implantés sur zone. Et c'est un nouveau mouvement Touareg, mais djihadiste, qui s'est imposé, Ansar Eddine. Donc on a dans cette zone maintenant, mais depuis plusieurs années, tout le monde le savait, des katibas, des compagnies terroristes, de plusieurs centaines d'hommes, qui avaient des hommes bien entraînés, des capacités opérationnelles, des moyens financiers, et qui ont fait de nombreux otages occidentaux, ce qui leur a permis, entre autres moyens de financement, d'acquérir
de l'argent par le versement de rançon, voire la libération de certains terroristes. Donc voilà un peu le contexte de cette mouvance terroriste qui s'est développée, mais depuis historiquement les années 90 et qui est montée en puissance à partir des années 2000, parce que le terrorisme au nord Algérie commençait à décliner et les gens qui étaient au sud n'étaient pas confrontés à la même pression dès lors qu'ils étaient réfugiés au nord Mali ou au Niger. Donc on a, j'allais dire, un mouvement qui s'est implanté progressivement à la connaissance de tout le monde, les Africains, les Européens, l'ensemble du monde entier, et personne n'a pris l'initiative de s'attaquer à ce groupe parce que c'était une ingérence dans la souveraineté malienne. Et cet État malien, le professeur Hugon l'a bien décrit, il était un État failli, un État corrompu, et donc un État qui pouvait s'effondrer à tout moment. Et l'an dernier, ce fut l'effondrement de l'armée malienne. Merci, messieurs, de votre analyse très précieuse. Les experts français viennent de dire unanimement que la situation au Mali doit être considérée ensemble d'une manière pour prendre en considération les situations dans les pays voisins. Il y a plein de tensions tribales, il y a plein de tensions interethniques. Je voudrais maintenant poser la question à notre expert russe. Monsieur Korendiasov, avant janvier 2013 et même avant janvier 2012, il y avait les signes avant-coureurs du futur conflit au Mali. Le renversement de Kadhafi, qui quand même tenait les Touaregs par la main forte, a aussi influencé les situations actuelles. Vous avez passé beaucoup d'années au Mali, vous connaissez les situations en Afrique en général. Est-ce que, à votre avis, le printemps arabe, est-ce qu'il n'a pas donné ses métastases? Est-ce que ce printemps arabe n'a pas donné un élan à la dégradation de la situation dans plusieurs pays africains? Merci. Je me réjouis de cette occasion de participer à ce duplex, à ce dialogue avec les grands spécialistes et spécialistes très éminents, dont le professeur Hugon, dont j'ai lu la totalité des travaux en français et même un livre en anglais. Monsieur Caprioli, ses écrits n'ont jamais été publiés pour des raisons évidentes, pour les raisons de secret. Même à Wikileaks, il n'y a rien. Je suis d'accord, en général, avec l'évaluation avancée par mes collègues. Le professeur Hugon a bien dit tout ceci est lié à l'opération un peu maladroite que la coalition occidentale a menée contre Kadhafi. À mon avis, Kadhafi a quand même joué un certain rôle stabilisateur dans cette région et dans certains aspects. Et son renversement a permis aux groupes salafistes, aux groupes extrémistes qui existent dans la région du Sahara et du Sahel, ont pu bénéficier d'un renfort financier, mais aussi de renforts en armes et de plein d'autres renforts. Cette crise, à mon avis, aurait été impossible avant le renversement de Kadhafi. Pourtant, c'est vrai que ce n'est pas du tout la seule raison de la crise au Mali. C'est, à mon avis, le quatrième mouvement Touareg pour la protection de leurs droits, de leurs valeurs. Les trois
événements précédents ont été réglés autour de la table de négociation avec une participation active de l'Algérie et de la France. Les événements qui ont commencé le 17 janvier 2012 et qui durent donc plus d'une année, ces événements, ce conflit est très différent. C'est que le mouvement de protestation des Touaregs qui a bien sûr ses fondements, parce que il y a une menace existentielle qui plane sur le peuple touareg à cause des sécheresses répétées, de la crise des caravanes. Eh bien, ce mouvement a été instrumentalisé par les forces islamistes et extrémistes. Et effectivement, on parle toujours de Belmokhtar. Belmokhtar a commencé ses activités à 19 ans en Afghanistan. À la fin des années 90, il a participé à une réunion avec Bin Laden. Ils ont décidé à l'époque de créer une nouvelle région de lutte dans la région de Sahara-Sahel. Belmokhtar est connu en Russie parce que, selon certaines informations, il avait des contacts avec les militants, les combattants tchétchènes, qui était en conflit avec le pouvoir fédéral en Russie. Le fait qu'ils ont instrumentalisé ce mouvement, qu'ils ont utilisé cette crise de la démocratie de consensus qui a miné le fonctionnement de l'État malien, c'est vrai. On a sous-estimé les possibilités qu'ont ces mouvances djihadistes. Certains analystes ont dit que 12 ans après la tragédie de New York, le potentiel d'Al-Qaïda a été fortement réduit. Eh bien, ce potentiel reste assez important. Al-Qaïda représente toujours une menace importante au niveau international, ce qui a été confirmé par les mouvements en Algérie. Il faut supprimer ces forces. Il faut détruire cette puissance. La France a commencé une opération militaire qui sont basées sur les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Après le putsch à Bamako, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est penché immédiatement sur ce problème et les dirigeants maliens ont demandé cette intervention. Elle est légitime et elle a été opérée au bon moment. Mais la lutte va encore continuer. Les événements au Mali posent devant nous une nouvelle fois la question: comment construire la relation avec le monde musulman? Le Mali est le 5e pays musulman qui fait l'objet du monde qu'on peut appeler le monde développé, le monde des pays développés. Ce problème se pose, ce n'est pas un problème simple, ce n'est pas un problème facile. La plupart des Arabes critiquent et même condamnent l'intervention française au Mali. L'Égypte a critiqué la France, d'autres pays. Je ne vais pas énumérer tous ces pays. Il y a eu des réactions critiques. Ce qui nous pousse à analyser, à se pencher sur les questions suivantes. Est-ce que le Mali ne va pas se transformer en un Sahélistan, l'Afghanistan du Sahel, un nouvel Afghanistan? Est-ce que le Mali ne va pas être
le début d'une nouvelle offensive de salafistes, d'extrémistes? Est-ce que une nouvelle menace pour l'existence d'autres pays, de pays européens, ne va pas se poser? Et le gouvernement français a pris des précautions concernant la sécurité dans le pays, en France. Je pense que c'est tout à fait justifiable. Je crois qu'il faut partir du principe suivant. L'opération des islamistes au Mali, c'est pas un phénomène ponctuel ou isolé. Nous avons le droit de supposer qu'il s'agit d'une partie d'un plan plus ample. Merci, Monsieur Korendiasov, de votre analyse. L'expert russe vient de formuler des questions très importantes. Il s'agit de régler le problème du Mali. Je voudrais passer la parole à Paris et de proposer à nos experts français de méditer sur les voies du règlement de susceptible de conduire au règlement de cette situation qui sont les voies optimales. Y a-t-il une chance que le Mali se transforme en deuxième Afghanistan, et puisque la question d'Algérie qui se pose, et l'expert russe en a parlé également, tous les pays musulmans n'ont pas, loin s'en faut, soutenu l'intervention française contre les rebelles maliens. Et bien des experts sont unanimes à penser que la prise d'otages en Algérie visait tout d'abord la France en premier lieu. Quel est le point de vue des experts français sur ce point? Je voudrais bien savoir quels sont les défis en matière de sécurité antiterroriste qui sont prises en France, sur le continent africain, compte tenu de ce qu'en Algérie, il y a eu déjà des prises d'otages, dont des otages français. Donc nous allons écouter vos commentaires qui nous intéressent beaucoup. Merci. La question évoquée par l'ambassadeur, à savoir est-ce que le Sahel deviendra un Sahélistan, je suis réservé dans mon analyse concernant cette affirmation, parce que l'Afghanistan a une particularité géographique. C'est un pays de montagne, c'est un pays où les talibans, c'est-à-dire les Pashtuns, sont très puissants, où les Pashtuns combattants peuvent aller se réfugier dans les zones tribales au Pakistan, se refaire une santé. L'Afghanistan, c'est une zone où les talibans ont des complicités partout et ont des soutiens logistiques de l'autre côté de la frontière. Et ce sont des combattants qui se déplacent à pied, qui n'ont pas une logistique importante. En ce qui concerne les groupes terroristes qui évoluent actuellement au Sahel, ils sont confrontés quand même à une grande question qui est vitale pour eux, c'est la logistique. Ce sont des combattants qui, dans le désert, sont obligés de se déplacer dans des véhicules 4x4, qui doivent avoir une logistique en armement, en munitions, en personnel, qui n'ont pas de pays d'accueil pour s'y réfugier, pour se faire soigner. Et donc, il y a une analyse qui doit être faite de ce côté, sans mésestimer la dangerosité, la gravité, la menace que représentent ces groupes terroristes. Il y a une réalité qui s'impose. La situation au Sahel est différente de l'Afghanistan pour des raisons géographiques et des raisons logistiques. Les terroristes n'ont pas la maîtrise du ciel, mais comme en Afghanistan, mais se déplacer dans la zone sahélienne va devenir un problème. Ils vont devoir se déplacer la nuit, ils devront se réfugier dans les zones du nord où il y a des montagnes. Ils ne sont pas dans un environnement qui leur soit favorable, sauf les gens, les Touaregs djihadistes d'Ansareddin, qui eux sont dans leur élément local. Ce sont des Touaregs, ils sont islamistes, ils peuvent bénéficier d'un environnement local. Pour autant, ils n'ont pas de pays de recueil pour les soutenir. Donc c'est un élément à prendre en compte. Quand on voit la logistique nécessaire pour faire la guerre sur le long terme, on doit s'interroger, et c'est pour ça que l'aviation française mène des raids pour détruire la logistique de cette organisation, on doit s'interroger sur l'anticipation qu'elle a pu faire pour mener des opérations sur le moyen, voire le long terme.
Est-ce que les gens d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, est-ce que les gens du Mujao, une branche d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, les gens d'Ansar Eddin, ont une logistique suffisante pour tenir très longtemps? Parce que les véhicules souffrent dans le désert, il faut les entretenir, il faut de l'essence, et donc il faut un ravitaillement. C'est une des questions que je pose. Voilà, je vais laisser le professeur Hugon développer, on verra après. Oui, non, je voudrais... Bon. Oui, je vais essayer de parler plus lentement. Je pense qu'effectivement, dans les questions de logistique et des différentes mouvances djihadistes, il y aura des grandes difficultés à pouvoir se maintenir, à la condition que véritablement les pays voisins ferment leurs frontières, que les approvisionnements en armes, en essence et un certain nombre de trafics effectivement disparaissent. Le risque, à mon avis, est essentiellement que certains de ces djihadistes se retrouvent noyés dans le paysage, se réfugient, éventuellement prennent en otage au sein d'oasis ou au sein de quelques petites villes les populations, et qu'on ait des formes d'action terroristes, voire de petites guérillas de longue durée. Mais je crois qu'effectivement, on n'est pas du tout dans la situation de l'Afghanistan. Et d'autre part, là je partage donc tout à fait le point de vue qui a été développé, il faut surtout que ne soient pas reproduites les erreurs de la communauté internationale vis-à-vis de l'Afghanistan, c'est-à-dire des plans soi-disant de reconstruction qui ont alimenté largement la corruption de l'appareil d'État. Donc il y a un enjeu majeur de reconstruction économique du tissu social, de coexistence des différents groupes au Mali qui est absolument central. Par rapport à ce que disait Monsieur l'ambassadeur, vous avez effectivement tout à fait raison quand vous dites qu'il y a quelques pays qui ont condamné. C'est vrai qu'il y a la position initiale de la Tunisie, d'ailleurs, qui récemment s'est infléchie par la position de l'ambassadeur. Il y a l'Égypte, évidemment, qui est largement contrôlée par les frères musulmans. Et puis il y a la position très ambiguë du Qatar qui est à la fois se dit non présent tout en ayant des actions humanitaires qataries importantes et qui est relativement ambiguë sur la question. Je dirais que même l'Algérie n'a pas condamné cette intervention, ce qui a priori n'était pas totalement évident. Alors, par rapport aux populations, évidemment, au public, aux réactions des rues dans les pays musulmans, c'est vrai qu'il y a une vigilance très grande à avoir pour que ça n'apparaisse pas comme étant une action occidentale, d'intervention étrangère, et donc qu'on ne soit pas dans un conflit islam-non-islam. Alors je pense que par rapport à ça, il faut bien voir que quand on est en guerre, on emploie trois mots. On emploie le mot terroriste, on emploie le mot djihadiste que j'ai employé, on emploie le mot islamiste. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au Mali, il y a 90% de la population qui est musulmane, c'est vrai, mais il y a des débats, des conflits très importants entre les formes d'islam. Et en gros, on va dire l'islam des confréries, et l'islam davantage wahhabite ou salafiste qui a été largement impulsé par l'Arabie saoudite et par le Qatar. Et à l'intérieur des groupes au nord, il y a des groupes qui sont véritablement dans le champ laïque, c'est le MNLA, les Touaregs. Il y a ceux qui se sont effectivement par Iyad Ghali convertis à un islam beaucoup plus radical qui s'oppose notamment au culte traditionnel des saints et donc à un islam qui est matiné, on va dire, d'animisme ou de tradition plus ancienne. Et puis il y a d'autres groupes où l'islam c'est simplement un prétexte pour réaliser des actions mafieuses ou des actions criminelles au nom d'un califat entre la Mauritanie et la Somalie, mais l'enjeu n'est pas fondamentalement religieux. La religion sert essentiellement comme élément de mobilisation idéologique, mais pour avoir un contrôle davantage d'un certain nombre d'économies criminelles ou d'actions terroristes. Donc, je crois que c'est très important de bien rappeler qu'on n'est pas dans un conflit religieux, même si, effectivement,
Il y a un islam, disons, du Proche, du Moyen-Orient ou des pays du Maghreb qui n'est pas exactement le même islam que la tradition, disons, de l'Afrique subsaharienne. On a un enjeu religieux, mais qu'il faut tout à fait relativiser. Et je crois que le devenir sera effectivement que les alliances, parfois contre nature, qui ont existé entre les différents groupes, soient relativement relâchées. L'enjeu majeur, à mon avis, de reconquête durable et de lutte contre les djihadistes au Nord Mali, c'est de savoir quelle va être la position des Touaregs et savoir si ces Touaregs peuvent éventuellement être appuyés par des Tchadiens ou par des Nigériens pour avoir une présence physique sur le territoire. Je rappelle qu'il est une fois et demie la superficie de la France, en sachant bien entendu qu'à terme, c'est la reconstruction de la police, d'une armée malienne qui doit assurer la sécurité et lutter contre les actions terroristes ou les actions djihadistes. Donc, à mon avis, un enjeu majeur aujourd'hui, c'est derrière les mots qu'on emploie terroristes, djihadistes ou islamistes, de bien voir qu'il y a des mouvances différentes et qu'à l'intérieur même d'Ansardine, il est possible de faire basculer entre le camp, je dirais, extrémiste qui est actuellement à la tête d'Ansardine, de Touaregs, effectivement, qui sont très proches des djihadistes et qui ont des liens avec AQMI, avec le Moudjahou, et même peut-être avec Boko Haram. Il faudrait étudier le rôle que joue Boko Haram ou certains éléments de Boko Haram, et faire en sorte que qu'il y ait un basculement d'une partie de la population touareg par rapport au maintien de l'ordre. Et par rapport à ça, je crois qu'un enjeu majeur actuellement, c'est qu'il n'y ait pas d'exaction communautaire entre les communautés. Il faut que l'armée malienne ne soit pas dans une position de vengeance. Il faut impérativement qu'il n'y ait pas des actions contre les populations du Nord qui ne feraient qu'activer une situation effectivement de chaos. Et là, je crois qu'il y a une grande vigilance et il faudrait peut-être penser rapidement à des forces d'interposition pour éviter des vengeances. Les troupes tchadiennes, quand elles arriveront, sont des troupes valeureuses, tout à fait aguerries aux guerres du désert, mais ce ne sont pas des tendres, il peut y avoir des vengeances qui apparaissent. Et s'il y a ces vengeances, là, la reconquête du territoire, à mon avis, sera rendue très difficile, indépendamment, évidemment, des drames humanitaires qui pourraient en résulter. Je vous remercie Paris. Maintenant, je donne la parole à l'expert russe pour le commentaire, Monsieur Korondiasov. Nos experts français nous disent que le Mali, c'est c'est pas une réédition de l'Afghanistan, mais tant qu'à mon avis, personne n'a répondu à ma question. Comment régler cette situation dans ce pays? La mission de paix elle a commencé, mais ces missions de paix, de pacification ne conduisent pas toujours au rétablissement de la stabilité aussi dans un pays aussi complexe que le Mali. Je voudrais dire que les événements au Mali ont donné la possibilité, un prétexte, certains analystes à mettre des hypothèses sur le nouvel Afghanistan ou Sékélistan. Je ne suis pas... je n'abonde pas dans le sens de ces analystes ou de ces schémas intellectuels, ni d'hypothèses. Il y a, à mon avis, deux raisons à cela, tout au moins deux, mais deux causes profondes. Tout d'abord, c'est ce qu'a dit le professeur Hugon, que l'idée, l'interprétation de l'islam qui existe dans la population targhi ne correspond pas du tout ou presque, ne coïncide pas du tout ou presque avec l'image de l'islam véhiculée par les forces djihadistes et extrémistes. Sans entrer dans le détail du thème religieux, l'islam, comme l'a dit le professeur Hugon, l'islam en Afrique et l'islam chez les Touaregs sont nettement distincts de l'islam qu'on veut leur faire partager ou leur imposer.
c'est plus près des vérités du Coran que l'islam qui est prôné par les extrémistes, peut-être. Deuxième chose, ce que le Mali et le peuple Targui a une grande expérience en matière de règlement des problèmes. C'est quand même la troisième rébellion. Et si la première a été écrasée manu militari par l'armée malienne avec l'aide d'Algérie en 1962, la deuxième et la troisième rébellion se sont terminées devant la table de négociation avec la participation d'Algérie et de la France et qui s'est achevée sur le même principe. Le principe peut-être non moins important, c'est l'intégrité territoriale, c'est l'extension des droits autonomes des Touaregs dans le séjour. Troisième qui est important, c'est l'augmentation par degré d'investissement dans la zone Targui, surtout dans la sphère sociale. Il y a eu même des écoles mobiles et qui nomadisaient avec les tribus Targui. Les tribus Touareg, pardon. Important, c'est la représentation de Touareg dans les instances, dans les collectivités locales, dans l'exécutif et dans le législatif. Et ces principes doivent être respectés de part et d'autre. Mais malheureusement, le consensus de 95-96 et celui de 2006-2007 n'ont pas été respectés ni par l'une ni par l'autre partie, ce qui a conduit à une nouvelle rébellion. Je m'excuse. Je crois que, en s'appuyant sur cette expérience, dans le cas présent, la phase militaire ne peut pas durer trop longtemps. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a dit 1 mois, il y a un responsable français a parlé d'une durée d'1 mois. Pourtant, il est très difficile de prédire, d'estimer. Les chefs des groupements islamistes aujourd'hui possèdent des alliés dans les pays voisins et un peu plus loin qui peuvent servir de soutien. Mais il est clair que sans arriver à un accord avec la communauté Touareg, le règlement complet de la situation au Mali est impensable, puisque le Sahara est grand et on ne pourra pas envoyer un Mirage ou un Mi-24, un hélicoptère russe, pour rechercher un islamiste isolé. Il faut trouver une langue commune avec la population touareg. Cet agenda commun a été avancé par le MNLA. Ils soutiennent l'idée du caractère laïque de l'État malien dans les programmes qui ont été publiés par les dirigeants de MNLA. On ne parle pas de la charia en ce moment. Merci, Monsieur Korendiasov. Je voudrais donner la parole à nos experts à Paris. Et puis, puisqu'il y a déjà une question de la part d'un journaliste russe, je vous demanderai de lui donner le micro. Radio Voix de la Russie, vous posez votre question surtout aux experts français. Bonjour, je vous connais bien et vous devez aussi me connaître par téléphone. Je vous téléphone de temps en temps pour poser les questions, pour prendre des interviews. La dernière fois, c'est avec M. Caprioli. C'est là-bas dans la Russie. Hein. Bon, si vous permettez, les questions en russe, c'est plus convenable pour moi. Jusqu'à présent, je n'ai jamais compris comment expliquer l'attentat d'Al-Qaïda en Algérie, puisque
Apparemment, ils étaient au nombre de 40, pas plus. On a parlé de 40 combattants qui ont attaqué une grande entreprise, une ville, ne soit-ce que petite, mais quand même avec quelques milliers d'habitants, avec des gardiens. À mon avis, il faut chercher une cause, parce que c'était comme un suicide majeur. Je ne pense pas que les djihadistes qui... Bon, bien sûr, ils veulent regagner le paradis islamique. Et pourtant, à mon avis, il y avait quelque chose de plus profond derrière, de plus caché. Qu'est-ce qui était derrière cet attentat, derrière ce suicide apparent, à part la volonté de se sacrifier? Une autre question. Notre sujet d'aujourd'hui est formulé comme ça: situation en Afrique, est-ce que ce sont des métastases du printemps arabe? Je vous pose la question suivante. Dans quel pays de l'Afrique, surtout de l'Afrique de l'Ouest, à votre avis, est-ce que ces métastases peuvent surgir bientôt et se transformer en des foyers d'un radicalisme, d'un extrémisme islamiste? Merci. Pour répondre à la première question de ce jeune étudiant, je voudrais donc évoquer l'attaque sur le site gazien. C'est vrai que, comme vous le faites remarquer, 40 terroristes qui arrivent à s'infiltrer dans une zone stratégique super protégée, ça pose des questions quant à, je vais dire, soit des complicités, soit des négligences de la part des forces de sécurité. Alors, moi, je ne connais pas, et peut-être qu'on ne connaîtra jamais, le dysfonctionnement, parce que incontestablement, il y a eu un dysfonctionnement. Ce qu'il y a de certain, c'est que ces groupes terroristes ont une connaissance parfaite du terrain, que quel que soit l'endroit d'où ils sont partis, le Nord Mali, le Niger, mon sentiment, c'est qu'ils sont arrivés dans l'est de l'Algérie en passant par la Libye, parce que c'était le chemin qui leur était le plus facile à utiliser, dans la mesure où le Nord Niger échappe à tout contrôle et que la frontière libyenne n'est pas contrôlée par les forces de sécurité libyennes, dans la mesure où la Libye quand même subit un chaos et n'a pas les institutions pour répondre à ces défis. Donc vraisemblablement cette opération a été menée par l'Est. Est-ce que dans la mesure où l'ennemi est arrivé par l'Est, il a surpris les services de sécurité? Toujours est-il qu'ils sont arrivés à un endroit stratégique qui était le moment exact de la faiblesse du dispositif. À savoir que le moment où des expatriés prenaient un bus, quittaient la base vie pour se rendre à l'aéroport tout proche, sous la conduite des forces de sécurité. Donc on peut penser que la préparation de cette opération a demandé du temps, certaines disent des mois, qu'il y a eu des complicités pour leur donner des informations sur le dispositif mis en place, sur le timing des opérations, à savoir quelles étaient les forces de sécurité présentes, comment elles s'étaient réparties, puisque le principe c'est la base vie est sécurisée sur le plan matériel. À la périphérie immédiate, la gendarmerie algérienne assure la sécurité, assure le transport des expatriés qui vont à l'aéroport, et que l'armée est dans des cercles plus éloignés pour contenir toute attaque éventuelle. Donc on peut effectivement s'interroger sur la facilité avec laquelle ce groupe est arrivé. 40 personnes bien équipées, avec des explosifs, qui avaient, dans la première opération, voulu faire une prise d'otage sur les expatriés qui étaient à bord des bus. Et est-ce qu'ils ont fait, c'était une prise d'otage ou une diversion? Parce qu'effectivement, dès lors qu'ils se sont attaqués à ce bus, les forces de gendarmerie basées à proximité, qui sont chargées de protéger le site, se sont
immédiatement rendu sur l'endroit où avait lieu la prise d'otage, dégarnissant vraisemblablement la protection du site, puisque c'est un personnel qui a donné l'alarme et il a été immédiatement abattu. Donc il y avait peut-être une opération avec deux moments, un moment de diversion et un moment d'attaque sur le site. Quand on voit le dispositif d'équipement qu'ils avaient en place, il est vraisemblable que leur objectif était aussi de porter atteinte au site gazier et le site gazier qui produit 13% du gaz algérien, et donc de perturber l'économie algérienne comme les groupes terroristes ont toujours voulu le faire depuis leur existence dans les années 92-93 jusqu'à maintenant, et qu'ils avaient échoué à faire. Donc on a l'impression qu'il y avait un objectif économique, priver l'Algérie. Il y avait un autre objectif qui était politique, qui était un message adressé à l'Algérie et aux pays riverains, à savoir: voyez avec quelle facilité nous pouvons nous déplacer et attaquer même les endroits les plus sécurisés. C'est un message en direction des pays riverains qui vont intervenir au Mali, et pour leur montrer qu'eux aussi sont vulnérables et que l'organisation pourrait les frapper. Et puis aussi c'est un message en direction des Occidentaux, puisqu'il y avait de nombreux expatriés en direction de tous les pays européens en particulier, pour leur dire: ne vous engagez pas dans cette voie, voyez comment nous traitons les expatriés, puisque les expatriés, leur sort était réglé. Dès lors qu'il y a eu un assaut, ils ont tous été assassinés d'une balle dans la tête. Et puis je pense que indirectement, c'était un message en direction de la France, puisqu'ils ont pris le prétexte de l'autorisation du survol, l'autorisation donnée par les Algériens aux avions français pour mettre en cause l'Algérie et la France. Donc on a dans cette opération plusieurs objectifs, terroristes, des objectifs économiques, des objectifs politiques, des objectifs de propagande. Je pense que les gens qui sont partis faire cette opération sont des gens qui étaient prêts au sacrifice suprême, et que peut-être que leur souhait c'était de repartir avec des otages, mais ils étaient certainement, ils avaient accepté la mort pour réaliser leur mission. Dans le dernier communiqué qui a été diffusé récemment hier par un porte-parole de Belmokhtar, celui-ci dit que l'opération a été réussie à 90%. Alors il est évident que c'est de la propagande, qu'à cette occasion aussi, il menace directement la France. Donc on voit que notre pays revient sur le devant de la scène, puisqu'il dit: j'espère qu'il y aura de nouveaux Mohamed Merah et de nouveaux Mohamed Kalkal. Ce sont deux terroristes. Un a été abattu l'année dernière au mois de mars 2012, après qu'il ait assassiné des militaires français et des enfants juifs dans leurs écoles. Et Kalkal, c'est un terroriste français d'origine algérienne qui avait participé à la campagne d'attentats de 1995 que le GIA algérien a mené en France, une série d'attentats de juillet à novembre 1995. Donc on voit bien là que la France est une cible sur son territoire, mais je dirais aussi une cible dans la périphérie, puisque c'est une des questions qui a été évoquée, je crois, par monsieur l'ambassadeur, à savoir qu'il est de l'intérêt de ces gens-là d'ouvrir des seconds fronts à la périphérie pour perturber les pays de la zone qui n'ont pas l'habitude d'être confrontés à cette menace terroriste. Autant l'Algérie, le Maroc, la Mauritanie connaissent cette mouvance, autant d'autres pays de la zone, le Sénégal, la Guinée-Conakry, qui sont riverains, le Niger connaît cette menace, mais le Burkina Faso ne connaît pas cette menace et pourrait être confronté à ce type d'opération par des commandos qui seraient déjà en place. Donc là, on a une menace terroriste à la périphérie du Mali qui pourrait se produire pour soutenir cette action des djihadistes au Mali qui sont quand même passablement perturbés par l'intervention française et maintenant par l'arrivée des troupes de la CEDEAO. Oui, je voudrais peut-être compléter, évidemment, en étant tout à fait d'accord avec l'intervenant précédent. Je pense que cette attaque contre le complexe gazier va avoir des effets à la fois
de plus grande mobilisation de différents acteurs qui, pour l'instant, soutiennent, mais soutiennent plus verbalement que véritablement par un appui important, parce qu'on voit bien que l'enjeu n'est pas simplement une relation historique entre la France et le Mali ou entre la France et le Sahel, mais que derrière, il y a des risques très importants pour un certain nombre de pays et de groupes dans des enjeux assez stratégiques. Dans le cas présent, c'était le gaz, ça peut être l'uranium, ça peut être d'autres ressources minières qui sont menacées, et donc on voit bien que c'est aussi une attaque qui concerne l'Algérie d'une part et différentes firmes, puisque dans le cas présent c'était une firme essentiellement britannique et norvégienne liée à la Sonatrach, et que c'est pas simplement la défense en gros d'intérêts économiques français comme ça a été parfois présenté. Dans les zones les plus vulnérables, moi je pense que par rapport aux attaques possibles, il faut rappeler qu'il y a en gros 60 000 Français dans les pays concernés par la crise malienne, 30 000 en Algérie à peu près, et le second pays, le plus important, c'est le Sénégal, là où il y a 20 000 Français. Donc je pense que s'il y a des attaques terroristes, il y a des risques, évidemment, qui jusqu'à présent n'ont pas été totalement intégrés, mais qui vont l'être, évidemment, c'est notamment le Sénégal, mais d'autres pays. On parlait de pays qui ont complètement échappé globalement à cette situation, c'est le Burkina Faso. À mon avis, l'intervention des troupes tchadiennes de 2000 hommes s'explique pas simplement pour des raisons nombreuses qu'il faudrait développer, mais aussi parce qu'il y a des risques, à mon avis, d'extension de certains mouvements djihadistes au Tchad, même si le Tchad n'a pas de frontières communes. Moi, il me semble que dans les pays qui sont les plus vulnérables actuellement, c'est le Sénégal. Pourquoi? Parce que déjà au Sénégal, il y a une très forte influence et conflit religieux entre l'islam des confréries qui sont mourides et l'islam qui est beaucoup plus du wahhabisme et qui répond davantage à des mouvements salafistes. Et on est aussi dans une jeunesse qui s'oppose également à des rapports de pouvoir. Donc je pense que pour les Français qui sont au Sénégal et pour le Sénégal, il y a actuellement un enjeu majeur. À l'époque, j'en avais discuté déjà avec l'ambassadeur de France qui s'appelait M. Ruffin, qui voyait déjà des risques à l'époque. Donc je pense que le Sénégal, parmi les pays limitrophes, peut être concerné par ces mouvements. Il faut savoir que ces mouvements aussi fonctionnent de manière réticulaire, ce sont des réseaux qui ne sont pas nécessairement liés à des hiérarchies au point de vue organisationnel, et qu'il peut y avoir des réseaux dormants qui peuvent exister. Donc je pense que effectivement les pays limitrophes sont tous concernés par ce qui se passe au Mali. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle tous les pays de la CEDEAO, mais on voit bien que ça dépasse la CEDEAO, puisque la Mauritanie n'est pas membre de la CEDEAO, le Tchad n'est pas membre de la CEDEAO, donc ça concerne l'ensemble des pays voisins et qui sont potentiellement concernés par ces mouvements djihadistes. Je remercie Paris. Donc, pour faire participer un journaliste qui a posé la question, demandez à l'expert russe, à votre avis, quels sont les pays et les régions d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique en général peuvent être concernés par ces événements? Peut-être le Sénégal? Ou vous avez d'autres idées à ce sujet? Je suis tout à fait d'accord avec cette thèse. Et en ce qui concerne l'Algérie, bien sûr, il y a eu des complicités. J'étais surpris que parmi les 40 attaquants, 11 étaient d'origine tunisienne. J'ai été surpris que le chef de l'opération, c'était un citoyen ressortissant canadien. Je ne sais pas quelles sont ses origines, mais il a une citoyenneté canadienne. J'étais surpris que dans les milieux djihadistes de Tunisie, j'ai appris qu'avant l'entrée du contingent français au Mali, 300 Tunisiens
sont arrivés à la disposition des organisations djihadistes au Mali. Je ne sais pas si cette information est vraie. Et quant à savoir les autres questions, je suis d'accord avec Philippe Hugo que le Sénégal, d'autant plus si l'on tient compte du conflit, du mécontentement incessant de la population, des revendications d'indépendance à Casamance. Je suis d'accord avec d'autres pays. Il ne faut pas oublier le Nigeria. La situation là-bas est aussi très complexe. Il y a une organisation terroriste qui existe, qui s'appelle Boko Haram, qui soutient activement les djihadistes au Mali, comme chance en Somalie, oui. Mais là, on pourrait, il y a le risque de voir s'achoper le processus de normalisation. Mais le problème du Tchad aussi, là, parce que on parle de la population. Il y a 700 000. Au Mali, il y a 400 000 Touaregs. Et au Mali, 700 000 Touaregs qui n'affichent pas encore leur position. Ou peut-être ai-je omis quelque chose. Mais là aussi, la question se pose également. Burkina Faso, c'est un cas à part. Il y a moins de musulmans, plus de chrétiens. Et ben là, ce que les Touaregs se joignent aux Touaregs pour 20 000 personnes. Le problème en Mauritanie qui se pose toujours, ce pays qui se fait parler de lui-même depuis ces dernières années, il y a des changements trop fréquents au pouvoir dans les groupements qui gouvernent ce pays. C'est le principal danger de l'activité des extrémistes djihadistes au Mali, c'est que leur exemple pourrait devenir contagieux pour ce qui est de ranimer les tendances séparatistes, de réveiller ce séparatisme qui existe dans presque tous les pays d'Afrique. Et sur ce plan, je pense qu'une intervention très opportune de la France, nous disons que ces tendances ne pourra pas se renforcer. La position de la France est soutenue par pratiquement toute la communauté internationale, par le Conseil de sécurité, par la Russie, et la Russie qui apporte son aide à l'armée malienne, à la population de ce pays, qui fait venir des provisions, etc. C'est ce que je pourrais vous dire. Je peux parler très longuement, mais je ne suis pas un maître de guide-propre. Merci, monsieur Karandiatsov. Nos collègues, est-ce que vous avez des questions à nos invités? Je vous en prie. Nous avons un expert de l'Institut d'études orientales, monsieur Dolgov, Institut d'études orientales de l'Académie des sciences de la Russie. J'ai une question à nos experts français. Cela concerne l'attitude de la France envers les mouvements islamistes et la menace que constitue pour la France l'islamisme, surtout en provenance du Mali. Il est notoire que la France a soutenu les mouvements islamistes en Libye qui faisaient la guerre à Kadhafi. Ensuite, la France a soutenu les rebelles syriens. Et on sait que le rôle principal était joué par les islamistes, comme les frères musulmans et d'autres. Sur le territoire de la France, il existe des représentations des rebelles syriens, dont les éléments islamistes.
Et là, ma question concerne la sécurité interne de la France. On a évoqué le cas Mohamed Merah. Je vous rappellerai que récemment, il y a eu un triple assassinat à Paris, au centre de Paris. 3 Kurdes militantes qui ont été tuées à Paris, assassinés. Et le niveau de l'alerte terroriste a été haussé en France. Quelles seraient les tendances ultérieures de la France vis-à-vis de l'islamisme radical, notamment en Syrie? Ma première question. Ma deuxième question. Des mesures qu'on peut prendre éventuellement vis-à-vis des organisations islamistes qui existent déjà en France, parce qu'il y a des organisations djihadistes qui opèrent sur le territoire français. Merci. Je voudrais répondre à votre expert qui me semble un peu provocateur, mais enfin, c'est l'impression que j'en ai. Je voudrais je laisserai aussi le professeur Hugon, je pense, qui partage aussi mon sentiment. Vous savez, la France a été frappée par les terroristes islamistes depuis les années 93. Nous avons eu des Français assassinés en Algérie par le groupe islamique armé algérien, des terroristes djihadistes, et 60 Français sont décédés en France. Il y a eu des séries d'attentats. Donc moi personnellement, dans les services de sécurité français, j'ai travaillé 21 ans dans la lutte contre le terrorisme, dont 6 ans comme responsable. Je dois dire que je n'ai pas l'impression d'avoir aidé les terroristes, mais au contraire d'avoir neutralisé les terroristes. Donc la position de la France à l'égard des djihadistes est très claire, c'est l'anéantissement des terroristes sur notre territoire et le soutien de nos amis et de nos alliés dans la lutte contre le terrorisme. Et j'en veux pour preuve, si vous voulez, c'est que dans le cadre de mes anciennes fonctions, j'ai eu des relations avec les services russes, que ce soit le SVR, que ce soit le FSB, parce que nous avions un ennemi commun qui se trouvait dans les gorges de Pankissi avec les terroristes tchétchènes. Il y a eu des Français qui sont allés dans les gorges de Pankissi désirant combattre en Tchétchénie. Comme c'était des combattants de piètre qualité, ils ont été pris en charge, formés pour revenir en France et faire des attentats. Donc nous avons une coopération historique aussi avec la Russie dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Donc, si vous voulez, je ne crois pas qu'on puisse soupçonner la France de soutenir les djihadistes. Et d'autre part, je vais vous faire 2 remarques. Une sur la Libye. La France n'a jamais soutenu les katibas djihadistes. Nous savons parfaitement que les djihadistes ont plus été soutenus par le Qatar, l'Arabie Saoudite. La France a soutenu que les éléments laïcs, entre guillemets, même si ce sont des musulmans, disons, d'un islam modéré. Nous savons parfaitement qu'en Libye, il y a des foyers de terrorisme djihadiste dans la région de Derna, au sud de Benghazi. Et en ce qui concerne la Syrie, la France n'apporte pas de soutien militaire, même si elle a une reconnaissance politique, c'est à l'égard des laïcs syriens, mais pas du tout des gens de la mouvance djihadiste proche d'Al-Qaïda qui sont liés avec les terroristes en Irak, les terroristes en Afghanistan ou ailleurs. D'ailleurs, vous savez, tous les jeunes Français qui se déplacent en Syrie pour aller combattre, dès lors qu'ils reviennent en France, ils sont arrêtés et ils font l'objet ensuite de procès et ils sont mis en prison. Donc voilà pour ça. En ce qui concerne la menace contre la France, elle est importante bien avant l'affaire du Mali, parce que nous avons neutralisé des réseaux terroristes, parce que en ce qui concerne le PKK, qui n'a rien à voir avec le terrorisme djihadiste, il faut savoir que la police française a arrêté un suspect qui est le chauffeur des victimes et qui a été mis en prison, et on ne voit pas de djihadistes derrière. Donc ce projet-là, si vous voulez, c'est un règlement de compte certainement interne au PKK et qui n'a rien à voir avec le djihadisme.
Sur les autres sujets, nous avons dans notre pays certainement des djihadistes potentiels, puisque nous avons au cours de ces dernières années démantelé des réseaux qui étaient sur notre territoire, et tout récemment, au mois de novembre, il y a un réseau qui a été démantelé et qui était lié à la scène j'allais dire, des islamistes et djihadistes en Tunisie, et qui était lié aussi à la scène syrienne, puisque 3 d'entre eux sont allés en Syrie et vraisemblablement sont morts. Donc pour résumer, je vois mal la France soutenir les djihadistes. Je crois que la position française est très claire. Si d'ailleurs nous sommes au Mali, le ministre de la Défense français, M. Le Drian, l'a bien dit, c'est pour tenter de détruire Al-Qaïda. C'est pas pour apporter un soutien à Al-Qaïda. Alors ça, c'est un vaste sujet aussi qu'on pourrait développer. Est-ce que nous avons les moyens de notre ambition? Est-ce que la communauté internationale nous suivra? Est-ce que nous allons régler ce problème et en combien de temps? Ça, ce sont de vastes questions. Voilà. Oui, je vais peut-être compléter certains points tout en souscrivant tout à fait à ce qu'a évidemment dit M. Caprioli, qui est grand spécialiste de cette question. Je crois qu'effectivement, on ne peut pas accuser la France de connivence quelconque avec le djihadisme. Bon, il peut y avoir des problèmes de relations politiques qui sont toujours ambigus. Il y a la question du Qatar, effectivement, dont on pourrait parler, mais c'est pas une volonté, bien entendu, de soutien des djihadismes. Je crois que au niveau international, la grande question est en gros la suivante. Vous avez des régimes autoritaires qui n'ont pas de légitimité, qui parfois sont sanguinaires, et vous avez des mouvements qui apparaissent au niveau notamment des mouvements de Russes qui expriment ce mauvais terme, mais qu'on a appelé les printemps arabes. Alors, ce qui est toujours souhaité, évidemment, généralement dans les jeux géopolitiques, c'est de dire il y a un rôle important en Égypte des frères musulmans, il y a un rôle important dans certains pays de forces qui sont effectivement se rattachent à la volonté d'un islam. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité qu'on ne les soutient pas, mais qu'il y a un islam modéré qui apparaisse? Alors, effectivement, un islam modéré peut être débordé par des groupements qui sont beaucoup plus radicaux. Ça, c'est les dynamiques sociales. C'est pas un appui à des mouvements djihadistes. C'est simplement des dynamiques sociales qui sont pas totalement contrôlées, mais qui peuvent pas être contrôlées par des puissances étrangères. Puis je prendrai l'exemple inverse. Il y avait une possibilité de négocier en Somalie avec des tribunaux qui s'appelaient islamiques, que certains ont appelés islamistes. Et à l'intérieur des tribunaux islamiques, il y a eu différentes tendances, dont une extrémiste qui s'appelait les Shebab, et qui, eux, étaient véritablement très liés à des mouvements djihadistes. Le fait de ne pas négocier non plus avec des tribunaux islamiques dans le cas présent et de soutenir un gouvernement transitoire qui avait une très faible légitimité, fait que dans la dynamique de ce qui s'est passé, ce sont les Shebab qui ont contrôlé la quasi-totalité du territoire. Donc, je crois qu'on ne peut pas dire qu'il y a une volonté de lien, bien entendu. Au contraire, il y a une lutte très forte et le Mali montre quand même l'importance de la mobilisation, comme M. Caprioli l'a rappelé. Mais effectivement, il y a des dynamiques qui parfois ne sont pas totalement contrôlées et il faut savoir si soutenir un régime autoritaire non légitime et sanguinaire ne conduit pas à terme à renforcer éventuellement des mouvements qui peuvent être beaucoup plus radicaux. Donc c'est des jeux extrêmement complexes, mais je crois qu'on ne peut pas accuser une puissance d'être en connivence avec des mouvements djihadistes. Merci à nos experts français. Monsieur Gorendiasov, est-ce que vous voulez dire 2 mots? Je vous donne une petite minute. Prenez le micro, s'il vous plaît. Pour moi et pour mes collègues, cet échange a été, à mon avis, très instructif, très intéressant. Il nous permettra d'approfondir notre analyse et de voir un peu mieux ce qui peut se passer. J'étais heureux de faire la connaissance de 2 grands spécialistes de l'Afrique. Je voudrais, au nom de l'Institut de l'Afrique, de l'Institut russe des sciences, je voudrais les inviter à une conférence vers la fin de cette année qui sera consacrée aux événements récents en Afrique. S'ils sont d'accord, ils sont bienvenus
Les problèmes de l'Afrique sont graves et pourtant le monde ne peut pas vivre tranquillement sans une Afrique pacifique, une Afrique qui travaille avec tout le monde pour le bien de tous les peuples et de toutes les religions, de toutes les communautés religieuses. Bien sûr, nous avons constaté une certaine différence de nos points de vue, surtout au sujet de ces réalités très complexes que connaît aujourd'hui l'Afrique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Korendiosov. De notre part, nous allons fournir nos contacts. L'agence RIA Novosti est prête à donner la parole toujours aux experts français et russes. Je remercie tous les participants au duplex d'aujourd'hui. Vous êtes toujours bienvenus sur notre antenne. Merci et au revoir. Je connais en fait Monsieur Caprioli depuis les années 60. Malheureusement, Monsieur Korendiosov, voilà. Ce jour-là, je n'ai pas oublié ma carte diplomatique. Malheureusement, on n'a pas entendu la totalité de cette intervention à cause du mauvais fonctionnement du micro. On s'excuse. Au revoir Paris. On n'a pas pu remercier.